Oui. Bonsoir, bienvenue au séminaire qui a démarré le jeudi dernier autour de l'œuvre, de la figure, de la pensée du professeur Sarka. Et, je suis Gemma Sarano, directeur de recherche au collège, et depuis l'année dernière, avec le professeur Sarka, on a imaginé ces séances de travail où, pour ceux qui n'étaient pas là jeudi dernier, donc excusez-moi pour ceux qui étaient déjà présents, je vais me répéter, le but est de pouvoir discuter et débattre autour de sa pensée, des idées qui donnent à penser, et de faire vraiment cet exercice difficile qui n'est pas seulement d'écrire des bouquins sur deux autres, sinon de parler avec l'auteur présent qui peut dire non mais c'est pas du tout ça, je n'ai pas dit comme ça. Donc c'est un exercice auquel les intervenants d'aujourd'hui vont se prêter. Et je vais vous présenter, on a Jean-Pierre Clairaut qui exerce les fonctions de professeur à l'Université de Rouen et il dirige à Sciences Po Paris, les centres Belgrade. Il a écrit beaucoup de choses depuis la soutenance de sa thèse, donc sur les raisons de la fiction, sur les calculs moraux, sur les essais sur la fiction, et puis sur quelques auteurs anglais. Donc aussi une œuvre importante. Je vous présente aussi Bernard Bourdin, qui parlera après, qui est théologien, philosophe et historien des idées. Il est professeur d'histoire des idées et de philosophie politique à la faculté des sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris. Il est directeur du cycle des études doctorales et il est coordinateur de la recherche. Donc spécialiste de la théologie politique dans le christianisme. Lui aussi, plusieurs œuvres, voilà, sur plus introduction à l'édition française sur le monothéisme, un problème politique, la médiation chrétienne en question. Vous trouverez ces œuvres. Oui. Voilà, dans les collections politiques. Voilà. Ça s'appelle les origines théologiques de l'État moderne. Voilà. Donc voilà, on a aujourd'hui les débats sur cette philosophie politique et on va donner la parole à Jean-Pierre. Alors je ne sais pas si... Ça marche, vous pouvez le mettre... Non, non, c'est déjà lu. C'est déjà lu, très bien. Eh bien, je remercie les organisateurs de ces soirées autour de l'œuvre d'Yves Charles Zarka de m'avoir invité dans ce lieu que je découvre. Et je remercie bien entendu Bernard Bourdin d'accepter le dialogue avec un philosophe, et bien entendu aussi Yves Charles lui-même de m'avoir fait l'amitié de m'avoir donc convié à cette redoutable tâche de réfléchir sur trois textes, trois livres d'Yves Charles Zarka, La décision métaphysique, de Hobbes, qui est paru en 1987 chez Vrin, et reparu d'ailleurs chez le même éditeur 12 ans plus tard, en 1999. Un an auparavant était paru aux presses universitaires de France Philosophie et politique à l'âge classique, en 1998, et 2 ans plus tard, Figure du pouvoir, étude de philosophie politique de Machiavel à Foucault, aux presses universitaires, en 2001. Alors je ne parlerai pas du livre sur Machiavel, il m'avait échappé d'ailleurs que je devais parler de ce livre, mais j'aurais de toute façon beaucoup à dire sur les trois premiers. Ces trois ouvrages sont très connus. Le premier en particulier n'a pu échapper lors de sa parution à l'attention de quiconque s'intéresse par son métier ou pour son plaisir à la philosophie de Hobbes, ou plus généralement, je dirais à la philosophie anglaise. Les autres sont plutôt des études, les autres livres sont plutôt des études regroupées de telle sorte qu'elles constituent une recherche unifiée qui s'accorde un horizon beaucoup plus large que celui de la philosophie de Hobbes, même si le premier livre, qui est sans doute le plus construit des trois,
résonne encore fortement dans les deux autres. J'avais eu entre les mains, en leur temps, chacun de ces livres, et j'en avais fait miel à chaque fois que j'avais un cours à préparer sur Hobbes, ou à écrire quelques articles, ou à rédiger un livre sur Pascal. Mais indépendamment du souvenir de ces lectures fonctionnelles, de ces lectures professionnelles, j'ai pris beaucoup de plaisir ces jours derniers à me replonger dans ces ouvrages que j'avais pillés à des fins très, très précises, qui ne prenaient guère en compte les objectifs, je dirais proprement et fort explicitement poursuivis par leur auteur. Hein. Cette fois, grâce à une lecture plus libre, je dirais plus soucieuse de la méthode même de l'auteur pour produire ses résultats, j'ai essayé de mieux comprendre l'unité de cette recherche, toujours rigoureuse, vigoureuse, claire, précise, qui jamais ne cède à la simplification. Et j'ai tenté de comprendre la liaison que pouvaient avoir ces travaux de recherche théorique avec la pratique si singulière, si originale, qu'est l'entreprise collective, certes, mais qui est fondamentalement le produit de l'intelligence et de la volonté d'un maître d'œuvre, Yves-Charles Arca, et qui a pour nom Cité. On ne peut pas, je crois, séparer dans les trois livres que j'ai relus le caractère théorique qui explique les concepts utilisés par des auteurs du passé, de l'appétit de penser le présent, avec le souci, certes, de comprendre, mais aussi, je dirais, d'y prendre sa part, et de peser sur lui, mêlant donc la philosophie au débat public, tout en exigeant du philosophe, qui n'aurait que trop tendance à s'enfermer dans ses recherches, qu'il entre bien informé dans ce débat. Donc la question, c'est quel est le projet philosophique d'une recherche qui se tourne volontiers vers les auteurs du passé, c'est-à-dire vers certains de leurs thèmes du moins, mais qui est largement ouvert sur le présent au point de ne pas répugner au médiatique. Alors commençons par la méthode. Je crois qu'Yves-Charles Arca insiste lui-même sur l'originalité de sa méthode quand il fait œuvre d'historien de la philosophie. Nul n'ignore que l'on se lance dans l'histoire avec des clés qui sont rendues possibles par les soucis présents. Généralement, les historiens prennent garde à ne pas projeter les notions présentes sur les textes du passé qu'ils analysent, et ils travaillent l'histoire précisément pour briser ce système quasi inévitable de projection, en faisant comprendre la différence des problématiques des auteurs passés avec celles du présent. Ils savent tous aussi que l'éclairage et la reprise des notions du passé permettent de comprendre par surcroît, ou disons par retour, le présent. Le moment assumé par Yves-Charles Arca dans cette espèce de spirale sans fin que nous venons d'esquisser privilégie le mouvement de retour du passé vers le présent, en reconnaissant pleinement que les interrogations du passé sont nécessairement enracinées dans le présent, et en rendant scientifique, en rendant théorique le retour vers le présent que la plupart des historiens laissent en friche, ou disons, ou laissent en cultivant le sous-entendu. Donc c'est le lieu où les travaux sur les auteurs du passé et le projet de Cité forment une sorte d'arc vivant, audacieux, qui prend des risques, tant du côté des historiens qui peuvent y voir un mélange contre nature, que du côté de ceux dont l'intérêt est essentiellement tourné vers l'actualité et qui considèrent souvent comme une perte de temps inutile de passer par Machiavel, Hobbes et Baudin. Comme de ceux d'ailleurs qui entendent faire de la philosophie sans se soucier de l'histoire,
et en prétendant en tout cas ne pas du tout la mêler à l'histoire. Alors pour clore ce premier point méthodique très rapidement esquissé, je voudrais porter l'accent sur la façon dont Yves-Charles Zarka énonce cette méthode, hein, qui est, sinon fausse, du moins je dirais dangereuse. L'avant-propos de philosophie et politique à l'âge classique parle de trois registres de considération. Un registre qui est appelé d'intérêt du texte, qui restitue ses signifiants. Un registre d'énonciation, qui en fait une sorte de parole que notre temps peut entendre. Et puis, alors ce qui me paraît, à moi du moins, beaucoup plus étrange et je dirais controversable, il y a un registre qui est appelé celui de l'objet, qui apparaît comme ce qui est signifié par les deux premiers registres, et qui donne à penser aux philosophes. Alors, n'y a-t-il pas dans cette façon, je dirais quelque peu saussurienne, hein, d'envisager la distinction et presque la séparation du signifiant et du signifié, une ouverture qui donne un droit, pour ainsi dire indéfini, à négliger peut-être la rigueur des deux premiers niveaux. Autrement dit, et j'y reviendrai car ce point est fondamental, la conception du langage, hein, qui peut parfois se réclamer d'Austin, hein, et donc d'une conception plutôt pragmatique de la signification, le sens étant l'utilisation que l'on fait du mot, bien, cette conception du langage n'est-elle pas encore trop saussurienne, si je puis dire, pour sous-tendre ce qui me paraît être le projet de l'œuvre d'Yves-Charles Zarka. Alors je voudrais désormais peut-être concentrer mon propos sur les analyses qui sont faites de Hobbes, tantôt pour dire mon admiration et tantôt, je dirais, mon hésitation, voire ma dissidence sur certains points. Et nous passerons ensuite à des thèses soutenues par Hobbes, mais enfin, qui sont apparues comme peut-être comme des obstacles d'ailleurs au projet global qui me semble être celui d'Yves-Charles Zarka en philosophie. Alors, regardons donc le point de vue bien sûr de manière sommaire, d'Yves-Charles Zarka sur Hobbes. Je ne m'en tiens qu'à deux remarques très, très générales, l'une admirative et l'autre, je dirais, plus réticente. Commençons par l'admiration. Elle est liée au remarquable usage fait par Hobbes de l'outil des fictions, dont nous pouvons voir à chaque instant le fonctionnement de détail et saluer le fait que Hobbes est peut-être le seul classique à avoir envisagé de définir la fiction, mais dont le fonctionnement général a pu échapper au lecteur. Donc il s'agit d'une analogie de méthode entre la façon dont Hobbes traite des questions politiques, c'est-à-dire en regardant ce qui se passerait si l'homme n'était pas citoyen d'un État, en ajoutant, en retranchant des paramètres à la pensée de la condition humaine pour essayer d'en mesurer les conséquences, et la façon dont Hobbes considère le fonctionnement du jeu des représentations en faisant disparaître l'existence en soi du monde dont elles paraissent émaner, hein, la fameuse fiction de la annihilation mundi. Yves-Charles Zarka fait à juste titre cette similitude de traitement entre la philosophie première et disons la philosophie politique, hein, une caractéristique de la méthode de Hobbes. Et l'on remarquera d'ailleurs au passage qu'il s'agit bien d'une méthode de fiction, hein, et non pas d'hypothèse, en ce qu'une hypothèse peut être vérifiée, elle peut être vérifiée ou mise en difficulté par l'expérience ou par le raisonnement, mais pas la fiction, hein, dont l'utilisateur sait qu'elle est fausse et utilise sa fausseté pour avoir des effets de vérité. Hobbes sait introduire ces fictions, et dans ses recherches, il sait les retirer ou les faire disparaître quand il faut. Car il ne doute pas que les choses, par exemple, existent en soi, elles ne sont pas seulement des représentations, et qu'aucune société n'est humaine sans État. Yves-Charles Zarka a cette belle formule pour montrer ce rétablissement. L'effondrement de l'ontologie, dit-il, impliqué par la métaphysique de la séparation,
et sur lequel repose l'unité de la méthode démonstrative, est la condition de la fondation d'une science politique qui est science de la fondation politique. L'instauration a priori de l'ordre juridique est le corrélat de la perte de l'ordre ontologique. Alors passons peut-être maintenant au point qui me semble un peu douteux. Il fut un temps où l'on trouvait de la mathésis chez tous les auteurs de l'âge classique, et où l'on envisageait par ce mot une espèce de clé, ou une clé pour unifier des pans entiers de doctrine. Descartes en a fait les frais, lui qui ne parle de mathésis universalis qu'une seule fois dans son œuvre, très exactement dans la règle 4. Alors, je ne sais s'il y a chez Hobbes une seule occurrence de mathésis universalis, et quand il définit mathésis, il dit qu'elle est cogitio veritatis per démonstrationnel, c'est-à-dire connaissance de la vérité par démonstration. Hobbes a rapproché, il est vrai, l'action du mathématicien, dans son champ technique de production d'objets, il a rapproché donc cette action du mathématicien de l'action des hommes, en particulier des politiques, pour fabriquer des contrats, des lois, des règles d'organisation sociale. Il a fait incontestablement de la géométrie et de l'arithmétique deux paradigmes de la puissance humaine. Mais il faut prendre garde et ne pas imaginer que les méthodes des mathématiques dussent s'appliquer à la politique. En ce sens, il ne nous semble pas très juste d'opposer l'esprit de finesse, qui est requis en philosophie politique, à l'esprit de géométrie. Si Hobbes a demandé de la rigueur dans ce domaine, il n'a jamais demandé que nous y appliquions les mathématiques. Il aurait même plutôt demandé qu'on se méfie d'elles, puisqu'il n'ignore pas plus que Berkeley que les mathématiques poussent à des positions d'être transcendants. Simplement, il y a des deux côtés une fabrication humaine qui fait que l'homme est responsable de ce qu'il produit dans un champ comme dans l'autre. Avec d'ailleurs la même difficulté de part et d'autre, qui est que celui qui produit des mathématiques, comme celui qui produit des règles de droit, peut se trouver dépassé par la complication de ce qui est pourtant sa propre œuvre. Et donc se croire radicalement étranger aux objets qui ne dépendent pourtant que de lui. Alors l'essentiel ici, qui n'a pas échappé à la limite, se tient dans une anthropologisation radicale du savoir, qui peut se prolonger jusqu'en physique, où l'on pourrait croire qu'il y a du donné qui échappe à notre fabrication. Hobbes ne se fait aucune illusion sur la portée explicative des mathématiques, dans tout ce qui est empirique. Elles sont, ces mathématiques, tout au plus un outil d'une mise en forme qui doit être réinventé de toute façon à chaque usage particulier. Mais là, nous butons sur une difficulté que je ne situerai pas exactement au point où Yves-Charles Zarka m'a paru la situer. Il ne s'agit pas, à mon sens, d'une hétérogénéité de la technique conceptuelle et abstraite avec l'expérience que cette technique ne saurait prendre en compte. Hume, Bayes, Bentham, Stuart Mill ne s'embarrassent pas de cette difficulté, et Hobbes ne me paraît pas s'être laissé piéger par elle plus que ses successeurs que je viens de citer. En revanche, Hobbes me semble s'être laissé enliser, d'une certaine façon, dans une conception de la cause que ses successeurs seront parfaitement récusés et qui compromet un peu la radicalité de l'anthropologisation dont nous avons parlé. Alors voyons peut-être d'un petit peu plus près ce point qui nous paraît compromettre donc l'anthropologisation de la cause, alors que le jeu des ajouts et des retranchements de paramètres réussissait pleinement dans les concepts qu'on est tenté de qualifier de mathématiques. Alors certes, il est bien une approche de la causalité qui s'effectue par addition et soustraction, la cause entière ne se distinguant plus de l'effet. Mais Hobbes s'attache longuement, dans l'analyse de la cause, à la nécessité dans laquelle
les successeurs que j'ai cités ne verront plus qu'une habitude, c'est le cas de Hume, un affect ou une impression d'irrésistibilité, irresistibility, c'est le cas de Stuart Mill, impression dont il faudra apprendre à se passer dans le domaine des probabilités et des statistiques, en les transformant en nombre de subséquences et en rapport entre ces nombres. La notion de nécessité, interne aux choses, sera alors complètement mise en jeu, et la notion de probabilité jouera pleinement son rôle, repérant certes les lois physiques, mais aussi en étant de celles-ci, on pourrait dire, un redoutable dissolvant. Tant que je cherche la nécessité dans les choses, je demeure, quand bien même j'anthropologiserai tout le reste, dans une position d'observateur à l'égard des choses. Là où le problème est d'entrer dans les chaînes de subséquences, d'introduire des événements intermédiaires entre ceux dont j'ai repéré les subséquences, de dévoyer les chemins qu'elles paraissent suivre spontanément. Alors il me semble que Hobbes, malgré toutes ces audaces anti-aristotéliciennes qui font que sa conception du monde, tant naturelle que politique, n'est jamais une imitation des choses, mais une fabrication ou une refabrication des choses, n'ait pas eu, au moins sur ce point, la radicalité de Bacon, et qui n'ait pas atteint le scepticisme de Pascal, par exemple, en matière de loi, puisque Pascal n'hésite pas à mettre en question dans ses pensées la stabilité des lois de la nature, et à n'accorder aux lois qu'une portée métaphorique. Alors, est-ce que Hobbes parle de loi dans son œuvre, dans un autre secteur que celui du droit et de la réflexion juridique? Et quel sens lui aurait-il donné, lui qui ne reconnaît à celle-ci, à cette loi, et ne préconise par celle-ci et par cette loi, que le sens de commandement, de commandement sur les autres? Alors, il semble en tout cas que Hobbes n'ait peut-être pas su mener sur la probabilité une réflexion dont son humanisme, si je puis dire, aurait pourtant pu tirer le meilleur parti, comme le laissent toutefois penser de merveilleuses formules qui manifestent une conscience de la notion mathématique d'espérance, par exemple, qui est parfaitement utilisable quand il s'agit d'évaluer la puissance plutôt que de la représenter. Stuart Mill montrera combien il est important de laisser de côté dans le travail scientifique la nécessité, si l'on veut que les chaînes causales soient, en médecine et en politique, mais aussi au bout du compte partout ailleurs, y compris en physique, entièrement pénétrées de l'ouvrage humain. Alors on dira peut-être que ça n'est pas important, et qu'il suffit bien que l'humanisation ait atteint ce degré, même si Hume, Bayes, Condorcet, Bentham, Stuart Mill, etc., mèneront les choses beaucoup plus loin. Alors nous pensons tout au contraire que ce point est essentiel et qu'il grève une grande partie du propos hobbésien. En particulier, il tend à accentuer la coupure entre le langage scientifique et le langage pratique des raisons de croire telle ou telle chose. Or, cette coupure n'a pas lieu d'être si nous ne pouvons jamais atteindre que des raisons de croire, sans prétendre pouvoir expliquer les choses en elles-mêmes. Notons que cette façon probabiliste de penser et de tenir le discours scientifique eût été plus conforme à l'approche phénoméniste que l'on trouve dans les œuvres de Hobbes, qui fait usage de la fiction privative du monde. Le langage hobbésien se serait peut-être trouvé mieux unifié, puisque le langage scientifique lui-même aurait pu se trouver versé du côté des raisons de croire, sans qu'il y ait lieu de faire une opposition entre l'opinion pratique et puis le savoir épistémique, si je puis dire. D'ailleurs, le langage est moins, chez Hobbes, une représentation des choses et du monde, qui pourrait avoir une vérité de conformité avec les choses ou avec le monde, que le pouvoir d'entrer dans la chaîne des phénomènes et des événements pour y exercer une influence efficace. Pouvoir auquel
l'identifieront Berkeley, Hume et tant d'autres penseurs anglais. Il se pourrait d'ailleurs qu'il n'y ait pas lieu de distinguer aussi abstraitement que l'a fait Yves Charles-Arca la politique de la physique. Non pas pour dire que la politique est une physique, mais plutôt l'inverse, que la physique est une politique. Nous verrons que ce point n'est pas seulement important pour Hobbes, et qu'il l'est aussi pour son interprète, Yves Charles-Arca. Mais pour l'heure, achevons peut-être notre propos sur Hobbes. Le peu de prise en compte du probable sur le mode des raisons de croire et du calcul de ces raisons de croire fait que le contrat qui noue le Commonwealth est conçu avec un dogmatisme peut-être trop grand de la part de Hobbes et peut-être avec une certaine négligence de la part de son commentateur qui ne nous a pourtant pas habitués dans ses travaux à ce genre de défaut. Alors voyons peut-être ces deux points. Le premier est lié, je dirais, à l'absolu primat que Hobbes accorde à l'union sur le consentement pour la confection du contrat, politique. On sait que Hobbes distingue entre l'union qui fait que les volontés s'identifient les unes aux autres et le consentement qui a un effet d'union mais qui tolère la diversité des volontés. Et on sait qu'il pense, si l'on en croit la plupart de ses formulations, que le consentement ne suffit pas pour constituer le pacte, et qu'il faut une unanimité dans l'aliénation des volontés au souverain. Alors le problème c'est, est-ce tellement sûr? Ne suffirait-il pas qu'il y ait, comme dans les démocraties que nous connaissons, une adhésion fort différenciée de chacun aux lois, à chaque loi, de telle sorte que de l'ensemble des consentements puisse résulter une adhésion de force suffisante pour que la solidité de l'État n'ait rien à craindre. C'est à peu près la leçon qui est attirée par exemple de Of-Laws de Bentham lorsqu'il définit la loi comme devant faire une majorité sans requérir une unanimité de façade. Il semble d'ailleurs que dans certaines formulations, et pas des moindres, puisque l'une d'entre elles se trouve au chapitre 16 du Léviathan, Hobbes se contente du consentement. Comment d'ailleurs pourrait-on s'assurer d'une adhésion plus forte sans entrer dans une problématique qui dépasse les moyens d'argumenter sur la société civile? L'union ne peut pas être mieux garantie que ne l'est un consentement. La seconde difficulté nous semble tenir dans la question du châtiment, dont le commentateur, cette fois, nous dit qu'elle est importante, sans que l'on ne sache jamais pourquoi. Au moins dans les trois ouvrages dont je parle, car un chapitre entier, et je sais pourquoi tu ris, un chapitre entier est consacré au châtiment dans Hobbes et la pensée politique moderne. C'est le chapitre 10, si j'ai bonne mémoire. Or, Hobbes nous dit pourquoi, lui. Et l'on voit bien, alors que cet auteur ne croit pas beaucoup lui-même à sa thèse de l'union, et que celle-ci ne peut jamais être qu'une limite supérieure, si j'ose dire, du consentement. Il dit, dans le Dekiwe, et l'œuvre de Michel Foucault semble faire écho à cette analyse hobbésienne, que le pouvoir tremble quand il châtie. Parce que le pouvoir ne sait jamais si l'exaction à la loi ne sera pas reçue finalement plus favorablement par le peuple que la loi elle-même qui s'est trouvée violée. Donc le châtiment est un sismographe très sensible du consentement à la loi. Mais au bout du compte, le politique ne doit-il pas se satisfaire du consentement? Alors avant de conclure, je voudrais peut-être terminer par quelques remarques, si j'ai le temps, sinon je conclue. Par quelques remarques peu classées, mais qui témoignent de l'attachement d'Yves Charles-Arca à Hobbes, je dirais pour le meilleur et pour le pire. De manière centrale, le républicanisme de Hobbes a évidemment marqué profondément, ou du moins confirmé, je dirais,
Yves-Charles Zarka est attendu Hobbes pour ça, mais confirmer les positions d'Yves-Charles Zarka en politique. On se demande d'ailleurs comment la pensée républicaine ne serait pas redevable à Hobbes d'une inspiration fondamentale. Il arrive à Yves-Charles Zarka d'épanouir les thèses hobbesiennes en un sens qu'elle n'avait évidemment pas directement prévu. C'est ainsi que l'on voit s'esquisser à partir de Hobbes un espace de la politique. Alors ça, je trouve ça vraiment tout à fait remarquable. Il lui arrive même de tourner Hobbes contre lui-même. C'est ainsi que le commentateur qui a lu et expliqué chez Hobbes qu'on ne pouvait pas vouloir, et que la volonté ne requérait pas une régression à l'infini, peut en faire une théorie de l'opinion difficilement conciliable avec les positions mêmes de Hobbes sur la tolérance. Sans doute le républicanisme peut bien commander que la religion du citoyen et ses dogmes soient fixés par le souverain, mais la difficulté est que, dans certains domaines du moins, dont la religion fait partie, j'ai des opinions que je ne suis pas à proprement parler, que je ne me suis pas à proprement parler forgé, et auxquelles je tiens pourtant plus que par n'importe quel effort de la volonté pour les subvertir ou les changer. Du coup, le républicanisme de Hobbes se trouve être impraticable. C'est, je crois, ce qui fait ressortir remarquablement. Mais il se peut aussi que certains écarts du commentateur par rapport à Hobbes se soldent par un tribut à payer à l'auteur du Léviathan. En effet, même s'il ne sacrifie guère directement à notre connaissance, du moins à une sorte de contrat naturel de la sorte de celui dont parlait Michel Serres, il est clair que la protection de la nature fait partie des ouvertures du contrat républicain que Yves-Charles Zarka aménage par rapport à Hobbes. C'est ainsi que, je cite, ce que nous concevons comme intolérable ne couvre pas seulement l'atteinte portée à l'intégrité de la personne humaine, mais aussi l'atteinte portée à l'intégrité de la nature. Et en bonne place dans le texte figure celle des espèces animales différentes de l'espèce humaine et des individus qui composent cette espèce. Alors, fort bien. Mais dans ce cas, ne conviendrait-il pas d'avoir une autre théorie de l'animal que celle issue de Hobbes, qui fait de celui-ci une sorte de conscience de soi diminuée, une sorte de sous-homme, je dirais presque, concupiscent et intéressé, qui sans doute vaut mieux que l'animal-machine de Descartes, mais qui ne me paraît plus exister que dans les textes philosophiques d'une époque révolue. Donc il s'agit de tourner la page sans scrupule sur ce point. Alors je crois qu'il est temps de conclure, sinon je vais remplir vraiment complètement cet espace et je ne tiens pas à le faire. Alors je le ferai en dévoilant ce qui à mes yeux est un fil rouge qui court tout le long de l'œuvre d'Yves-Charles Zarka. Quand il s'agit de philosophie politique, j'entends bien, comme d'ailleurs de l'œuvre de Hobbes lui-même. La théorie de la politique, il faut dire ça, énoncer les choses très, très brièvement et très comme une formule. La théorie de la politique est une théorie de l'opinion et ne saurait être une espèce de savoir qui soit autre chose qu'une science de l'opinion ou qu'une connaissance pratique, laquelle n'a pas les mêmes propriétés que la science épistémique, si je puis dire. Dans un livre qui est très important, qui s'appelle Intention, d'Elisabeth Huntsman, l'auteur a dit, avec beaucoup de maladresse, que les modernes avaient abandonné la recherche en savoir pratique, que les Grecs avaient inauguré, que Thomas d'Aquin, par exemple, avait su prolonger et conserver. Alors je crois que cette appréciation, si elle est un indicateur de recherche, est globalement fausse, en ce que le discours des probabilités, par exemple, a pris, à l'époque moderne, le relais de l'orthodoxa des Grecs. Alors je me demande si la rationalité du politique, qui est recherchée en philosophie par Yves-Charles Zarka, article après article, livre après livre, et cela dans le sillage de Hobbes, qui avait lui-même parlé de science des Kovelons, par exemple, n'est pas quelque chose de l'ordre de la connaissance pratique.
Et l'une des preuves les plus évidentes qu'il est possible d'en donner, c'est l'intérêt croissant porté à la notion de fiction et à leur logique en politique, comme on le voit dans le chapitre qui leur est consacré dans Figure du pouvoir. Là, il devient parfaitement clair que l'opposition du réel et du fictif ne recouvre pas celle de vérité et de fausseté, qu'il y a de bonne fiction et de mauvaise, mais qu'aucune à proprement parler n'est vraie, que la possibilité de dire que l'on a raison de croire telle ou telle chose n'est pas invalidée ni confirmée par la logique même des choses. Mais en même temps, nous voici au pied du mur. C'est-à-dire qu'il faut développer cette théorie des fictions, qui n'en est qu'à ses balbutiements. Et je me demande aussi, du coup, si l'esprit de finesse, qui est la composante nécessaire de la recherche en politique, tant sont fragiles, tant sont versatiles les notions de politique, ne devrait pas se doubler d'une conception des probabilités du côté des mathématiques et d'une conception du langage qui en ferait plus directement un instrument pratique qu'un vague outil de représentation. Il est de ce point de vue étonnant que la grande figure de Condorcet, par exemple, n'est pratiquement pas droit de citer dans cette œuvre. Or, la réflexion mathématique, je n'entends pas tellement ce qui est dit sur la laïcité, etc., c'est sa valeur, mais la réflexion mathématique de Condorcet en politique est de tout premier ordre et devrait peut-être passer au premier plan de telle sorte qu'il nous soit donné d'en hériter. Et avant cela, il me paraît urgent d'ouvrir le dossier des mathématiques de Hobbes, lequel devient l'équivalent du monstre du Loch Ness, et de regarder ce que l'auteur a fait dans ce domaine, de le traduire, de l'expertiser. J'ai le pressentiment que ce type de travail donnerait à nouveau une prise de vue tout à fait inédite sur l'ensemble de l'œuvre. Et ne conviendrait-il pas aussi d'adopter une théorie du langage, je dirais plus nettement pragmatique, qui est déjà celle de Hobbes, pour mener à bien la recherche du savoir pratique, que je crois déceler dans l'ensemble des œuvres, la saussurisation de la conception du langage chez Hobbes, je crois, fait commettre des erreurs d'interprétation. Par exemple, le jeu de puissance ne saurait se réduire à un jeu de cache-cache entre le signifiant et le signifié. Il s'agit plutôt d'entrisme dans les chaînes causales. D'ailleurs, si on a pu faire le reproche à Hobbes d'avoir raté l'anthropologisation de la causalité qu'on attendait dans le sillage de celle des autres concepts, aussi difficile à conquérir de ce point de vue, il faut nuancer le propos, puisque le langage est un outil d'immixtion dans les chaînes causales, et son usage dépasse de beaucoup une dimension observante. Ainsi, et je termine là-dessus, en lisant donc quelques travaux de Charles Arcan, se trouve vérifié le propos de Merleau-Ponty qui termine L'œil et l'esprit. Une œuvre vit, non pas seulement de figurer dans le passé, mais aussi d'avoir presque toute sa vie devant elle. Et il est clair que ces travaux, relus de façon critique, mais sans intention de les instrumentaliser, pour une autre fin que celle qui nous paraissent visées, donnent des tâches, non seulement à leur auteur, mais à toute une équipe. Outre que ce que je viens de dire sur Condorcet, par exemple, et sur l'œuvre mathématique de Hobbes, il y a une sorte d'onde de choc produite par la réflexion sur la nécessité qui porte à relire d'un œil nouveau ce que peuvent dire Hume, Bentham, Stuart Mill sur la cause et sur l'idée de loi, dès qu'elle est utilisée métaphoriquement en dehors du champ juridico-politique. Il y a aussi l'incroyable dette cumulée silencieusement par Bentham à l'égard de Hobbes, qui ne cite pour ainsi dire jamais, presque jamais, et qui n'en offre pas moins, jusque dans le détail, des éléments d'analyse sur des points essentiels. Donc des travaux de recherche en philosophie anglaise pourraient, de ce point de vue, être les bienvenus. Alors, je pense qu'il faut peut-être m'arrêter ici.
J'aurais eu une autre question sur Heidegger, mais c'est peut-être pas le lieu de la... Si, alors dans ce cas, il y a un point qui m'a intrigué, je vais dire comme ça. Heidegger est cité sur des aspects non négligeables hein, dans la décision métaphysique et aussi d'ailleurs dans la philosophie politique à l'âge classique. Et ces citations n'ont pas été retirées de la seconde édition augmentée de la décision métaphysique. Ni de la seconde d'ailleurs édition. Alors cela, bien. Or cela fait sans doute un certain nombre d'années que Yves Charles Zarka, pour les raisons que nous connaissons, ne cite plus Heidegger de façon laudative du moins, même dans les recherches anglaises. Et de fait, à la relecture, cette présence est devenue quand même un peu insolite. L'auteur de la décision métaphysique éprouve-t-il quelques regrets alors, à avoir cité Heidegger, page 42, page 113, enfin on peut trouver vraiment les endroits, hein, ils sont quand même assez nombreux, ou alors estime-t-il qu'un auteur peut rester théoriquement estimable, alors même que ses positions politiques seraient à rejeter sans équivoque. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la matière, maintenant on la parole au père maintenant. Bien, merci donc de me donner la parole et sur un tout autre sujet de l'œuvre du Charles Zarka. Et je me suis autorisé un titre, le problème théologico-politique de l'âge classique à Carl Schmitt dans la pensée d'Yves Charles Zarka. Question, quelle relation entre politique et christianisme? L'œuvre intellectuelle d'Yves Charles Zarka a été profondément marquée au cours des années 1990 et années durant lesquelles j'ai eu la joie et l'honneur de participer au séminaire de recherche du Centre Thomas Hobbes par une réflexion en profondeur non seulement sur la philosophie politique de Hobbes et celle du XVIIe siècle plus largement, mais aussi sur les origines médiévales. Je pense ici d'ailleurs aux aspects de la pensée médiévale dans la philosophie politique moderne, paru au PUF en 1999. Mais aussi sur les origines médiévales donc de la pensée politique moderne. Rappeler ce moment revient aussi à souligner l'importance de la méthodologie historique dans l'œuvre philosophico-politique d'Yves Charles Zarka. Méthodologie historique qui ne saurait être confondue pour Yves Charles avec le contextualisme ou l'hypercontextualisme historique. Celui-ci échoue à saisir l'intelligibilité philosophique de questions pérennes en réduisant les concepts à des réseaux de langage, se limitant à répondre au fond aux défis d'une époque. Et ici on reconnaîtra bien sûr la pensée de Kandinsky. Il me semble qu'il y a dans l'articulation entre la dimension historique et contextualiser les concepts et le questionnement philosophique, la recherche d'un point d'équilibre constant dans les travaux d'Yves Charles Zarka. Parmi ces très nombreuses publications et les thèmes de recherche auxquels Charles s'est consacré, et il ne s'en étonnera pas, je souhaiterais retenir la réflexion entreprise sur le problème théologico-politique. Ce problème s'applique de plus très bien à l'articulation entre méthodologie historique et philosophie politique et à l'évolution de la recherche de Yves Charles Zarka entre les années 90 et 2000. Deux textes, en particulier pour une critique de toute théologie politique, je pense aussi au retour contemporain du théologico-politique, comment y résister, texte a priori mineur, car il s'agit d'articles, sont de bons révélateurs de la cohérence profonde de la pensée politique d'Yves Charles Zarka, notamment le premier, puisqu'il interroge autant la prégnance du théologico-politique au XVIIe et XVIIIe siècle que son retour au XXe. C'est donc cet article qui sera mon fil conducteur, tout en ayant à l'esprit un des ouvrages retenus pour cette séance. Je pense ici, je l'ai amené, Philosophie politique à l'âge classique. Moi j'ai l'édition de 98. Ouvrage dans lequel d'ailleurs la dimension théologico-politique de la réflexion apparaît nettement, et notamment dans sa cinquième partie, enfin je ferai référence à tel ou tel passage de cet ouvrage. Notamment sur les pensées hobbesiennes et pascaliennes. Mais je reviens à cet article sur la critique de la théologie politique, dont je vais ici restituer dans un premier temps la problématique, indique, me semble-t-il, certainement un des aspects les plus déterminants de la cohérence de l'œuvre d'Yves Charles Zarka,
à savoir comment fonder et garantir une consistance propre à une pensée authentiquement philosophique et politique. Dans un deuxième temps, à la lumière de cette restitution, je mettrai en évidence les questions que soulève la critique et la liquidation de toute théologie politique, notamment dans le rapport ambivalent du christianisme avec le sacré, ce concept étant nodal dans la nécessité de renoncer à tout référent théologico-politique, si je m'en tiens donc à ton travail dans ce domaine. Enfin, troisième temps, une discussion pourra s'engager sur ce que pourrait être la tâche du christianisme au sein d'une sphère publique démocratique. Donc, premier temps, pour une critique de toute théologie politique, je voudrais partir, donc je vais suivre en quelque sorte ce texte de près, deux débats donc, du XXe siècle. Dans cet article, Charles Zarka fait tout d'abord observer une contradiction entre l'anachronisme de la question métaphysique de Dieu et le retour étonnant de la question théologico-politique, page 47. Ainsi, dit-il, les figures de Dieu jouent encore un rôle important dans la définition de certaines notions politiques, comme celle de souveraineté, de gouvernement, de légitimation, de guerre, de paix, etc. La contradiction est d'autant plus flagrante que la modernité du XVIIe siècle s'est constituée contre la suprématie du religieux sur le politique, notamment par l'interprétation de l'écriture biblique et le contrôle de l'orthodoxie de la foi par le souverain, du moins chez Hobbes, dans le Léviathan bien sûr, mais, et j'ajouterais même dans une moindre mesure chez Spinoza, bien que Spinoza n'apparaisse pas dans ce texte, on pourra en parler sans doute après. Je pense évidemment au traité théologico-politique qui, par lui-même, est déjà un apax finalement dans l'œuvre de Spinoza. Or, c'est ce processus d'autonomisation incomplet du politique qui est mis en cause au XXe siècle avec la théologie politique de Carl Schmitt. Pour éclairer son analyse critique du retour du problème théologico-politique, Charles Zarka met en évidence deux débats contemporains qui opposent le juriste à un philosophe, Hans Blumenberg, et un théologien, Erik Peterson. Au centre de ces débats, Charles Zarka rappelle le célèbre postulat schmittien qu'on connaît bien dans la théologie politique 1, tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés, page 48. Au théorème de la sécularisation, Blumenberg oppose la rupture nominaliste, la théologie nominaliste, s'alarma d'un rapport de l'homme au monde dont les implications auraient pu s'énoncer dans le postulat « l'homme doit agir comme si Dieu était mort, voire dans la légitimité des temps modernes », que je cite aussi dans page 48. Avec toute la question, pour rajouter la métaphorisation pour Blumenberg, le langage théologico-politique, au fond, est un langage qui appartient à la métaphorisation, mais je ne m'étends pas ici sur la thèse de Blumenberg qui nous mènerait beaucoup trop loin. Avec Peterson, le débat se présente différemment car il se noue de l'intérieur même de la théologie chrétienne. Pour Peterson, le renoncement à la théologie politique est à vrai dire plus qu'un renoncement, c'est une impossibilité, puisque pour lui, la doctrine de la Trinité, selon sa méthode théologique, a interdit toute possibilité d'un projet théologico-politique ou d'une légitimation théologico-politique du pouvoir, et même de tout pouvoir. Comme le fait justement observer Charles Zarka, c'est de fait sur cette doctrine trinitaire donc, que se joue la controverse différée parce qu'elle apparaît, Peterson la défend en 1935 et Schmitt défend la thèse inverse en 1970 dans la théologie politique 2, Peterson est mort depuis 10 ans. C'est donc sur cette controverse différée entre le théologien et le juriste que va se jouer ce débat. Schmitt, dans sa deuxième théologie politique, retournant au contraire la thèse de Peterson et considérant qu'il y a déjà, en fait, du politique au sein de la Trinité, notamment autour du concept d'ani-ennemi, puisque la Trinité porte en elle-même, finalement, la question de l'inimitié, et qui est un concept, comme vous savez, central dans la pensée politique de Schmitt. Mais il n'en demeure pas moins que les flèches lancées contre le retour à la théologie politique, proposées par Schmitt, n'ont pas donné les résultats attendus, et c'est ici donc que Charles Zarka entend apporter, après ces deux premières tentatives de liquidation du problème théologico-politique, si on reprend Blumenberg et Peterson, Charles Zarka propose une troisième tentative. Cette liquidation doit se situer, bien sûr, sur le terrain de la philosophie politique, page 51. Pour Charles Zarka, la raison pour laquelle un retour de la théologie politique était possible, que le sacré a ressurgi en politique au XXe siècle,
à l'inverse du processus d'autonomisation engagé depuis le XVIIe siècle, c'est parce que la philosophie politique moderne ne s'est jamais en réalité complètement affranchie de la théologie. C'est à cette tâche que nous convie donc Yves-Charles Zarka. Celle-ci est dès lors plus vaste que la seule théologie politique schmittienne, en précisant que cette critique, je ne vais peut-être pas citer tout le texte ici que j'ai rempli à mon compte, ne s'appuie pas pour autant sur une critique athée de la religion et distingue bien par ailleurs théologie et religion, évidemment, qui est la notion de religion est évidemment beaucoup plus large. Et je souligne ici quand même un point important, la critique de toute théologie politique engage seulement une désacralisation complète du politique. Donc j'attire votre attention là-dessus parce que c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on puisse engager ensuite la discussion. Alors, ensuite, deuxième point, les limites, justement, venons-en aux limites de l'affranchissement théologique de la modernité politique, selon Yves-Charles Zarka. Pour ce faire, Yves-Charles Zarka procède à un examen généalogique sur la base de 3 modèles d'autonomisation du politique depuis le XVIIe siècle, à savoir Hobbes, Pascal et Rousseau. Et je note à nouveau, donc je répète, l'absence de Spinoza, examen qui est précédé par une analyse critique de la théologie politique schmittienne comme sacralisation du politique, page 53, mais sur laquelle je reviendrai après, donc j'inverse en quelque sorte l'ordonnancement du raisonnement de Yves-Charles. Alors je ne vais pas restituer de façon détaillée les limites de l'affranchissement de la théologie inhérente à chacun de ces 3 modèles, je vais évidemment simplement me tenir à 1 ou 2 points saillants. Pour Hobbes, le retour à la religion repose sur son concept unifié de souveraineté politique ecclésiastique. Yves-Charles Zarka le dit très bien, je renvoie ici en page 250 de l'ouvrage Philosophie politique à l'âge classique, et également, bien sûr, dans le texte qui m'a intéressé de près, unification qui se traduit par une dissolution du religieux en politique, là je cite, mais cette dissolution n'est pas neutre, elle confère au contraire une teinture religieuse à tout l'édifice politique. On dit Hobbes entendait au départ établir l'autonomie du politique et son hégémonie sur le religieux. Il produit à l'arrivée un retour du religieux dans le politique, une coloration religieuse du politique. Fin de citation. On peut bien sûr penser inévitablement dans le Léviathan à la République chrétienne, 3e partie du Léviathan. Là aussi, dans Philosophie politique, Yves-Charles Zarka indique un certain nombre de choses tout à fait importantes. Page 33 en particulier, sur le rapport entre le volontarisme théologique et l'homme autoproducteur de son propre monde, et en affirmant en particulier que Hobbes n'a pas assumé jusqu'au bout le principe d'une fondation théologiquement redoublée. Page 250 notamment, et c'est on a dit un moment très important sur la question de la fondation aporétique dans la philosophie hobbesienne autour de la question théologique. Pour Pascal, le retour d'une théologie politique est celui, bien sûr, je dis bien sûr, enfin pour les lecteurs de Pascal, est celui de l'augustinisme, du moins une certaine forme d'augustinisme, celui de Port-Royal. Se cache, nous rappelle Yves-Charles Zarka, derrière l'autonomie, la figure du roi, un roi humain que le hasard est de substitution, parce que le vrai roi est tout autre, c'est le Dieu caché. Alors avec Pascal, je dirais, et ici je renvoie aussi à Philosophie politique à l'âge classique, il me semble, en tout cas on pourra en discuter, mais je l'ai compris comme cela, avec Pascal, après Bodin, on a incontestablement une confirmation de la mise en cause de la structure analogique du monde, qui était au fond une forme de lisibilité du monde, de la métaphysique scolastique en particulier, Dieu, homme, monde, politique, et qui débouche, qui se traduit par cette mise en cause de la structure analogique du monde, par une doctrine de l'incommensurabilité des ordres, voire page 198, et aussi la distinction entre grandeur naturelle et grandeur d'établissement, page 201, par conséquent aussi une impossibilité chez Pascal de fonder naturellement l'établissement humain, c'est-à-dire de l'enraciner dans le droit naturel et d'enraciner dans le droit naturel, je dirais plus exactement, la domination politique, d'où aussi la doctrine pascalienne des ordres à la suite de l'état de chute et de la corruption de la nature humaine. Bon, je passe sur tous ces points. Enfin, pour Rousseau, le réinvestissement d'une théologie politique se traduit par la sacralité de la souveraineté du peuple, ainsi conçue exactement sur le modèle de sacralité de la personne du roi, contre laquelle elle s'est affirmée pourtant en empruntant ses attributs. C'est ce que nous dit Yves-Charles Zarka en page 64. Cette sacralité nouvelle, démocratique et corroborée par les
nécessité pour Rousseau d'une religion civile, voir le contrat social au livre 4, chapitre 8. Autrement dit, au terme de l'examen de ces trois penseurs de la modernité politique classique, force est de constater que le fondement autonome de la politique s'est toujours accompagné d'une théologie politique séculière. C'est moi qui parle, l'expression n'est pas dans le texte de Charles Arcade, d'une théologie politique séculière. Du moins, je précise ici, chez Hobbes et Rousseau, pour ce qui est de son caractère séculier, et faut-il y ajouter hétérodoxe, voire hérétique, je dirais même chez Hobbes, ou périphérique chez Rousseau, puisqu'au fond, il congédie le christianisme lui-même pour privilégier une religion civile. Cette donnée topique de la modernité philosophico-politique classique, qui éprouve un besoin incompressible de se réapproprier une dimension religieuse ou une théologie politique qui n'est jamais la même, et c'est la question que je pose, est-elle pour autant la reconduction pure et simple du sacré en politique, ou du moins un ersatz qui malmène singulièrement la référence à l'orthodoxie chrétienne, et aussi, bien sûr, on aura à nouveau à l'esprit Hobbes et Rousseau, quels que soient d'ailleurs ces modèles ecclésiaux d'orthodoxie. Avant de répondre à cette question, il me faut tout d'abord justement en venir au défi soulevé par la théologie politique schmittienne, à savoir pour Yves-Charles Zarka une sacralisation du politique. Donc je reviens un peu en amont en fait de ce texte. Donc la théologie politique de Carl Schmitt, quelle sacralisation du politique? Le théorème schmittien de la sécularisation est de toute évidence central dans la théologie politique, dans la TP1 du juriste rénan, je l'ai rappelé précédemment, puisque c'est une entrée en matière majeure de ce texte d'Yves-Charles Zarka. Je ne vais donc pas y revenir, plus important est d'évaluer, avec Yves-Charles Zarka, les conséquences que Schmitt en dit. La déthéologisation du politique, qui appelle à une homologie de structure entre la puissance de Dieu et la souveraineté de l'État depuis le XVIIe siècle, Hobbes et Descartes en particulier, page 54, a généré la dépolitisation du politique et, ce faisant, a valorisé l'économisation, on peut même ajouter la technicisation de la société moderne. Le libéralisme est le grand accusé de ce déclin du politique, tout en affirmant une autre théologie politique de type déiste. Comme le rappelle Yves-Charles Zarka, Schmitt développe cette thèse dans sa théologie politique de 1922, notamment lorsqu'il dit « Car l'idée de l'état de droit moderne s'impose avec le déisme, avec une théologie et une métaphysique qui rejettent le miracle hors du monde. Le rationalisme de Laufklärung condamna l'exception sous toutes ses formes, page 54. » D'où la réponse théologico-politique schmittienne contre les doctrines juridiques et les pratiques de l'état de droit moderne, ici le positivisme juridique, le normativisme, le libéralisme, le parlementarisme. Cette réponse théologico-politique se traduit successivement par trois types de pensée juridique. Le décisionnisme, et ici on ne peut que rappeler ce que dit Schmitt lui-même dans sa première théologie politique en page 25 de l'édition française, l'exception est plus intéressante que le cas normal. Le cas normal ne prouve rien, l'exception prouve tout, elle ne fait que confirmer la règle. En réalité, la règle ne vit que de l'exception. Voilà d'ailleurs l'analogie ou l'homologie de structure avec le miracle dans la théologie politique schmittienne. Autre pensée juridique, autre type de pensée juridique, pour paraphraser Schmitt lui-même d'ailleurs, l'institutionnalisme comme concept catholique aussi de représentation, voire dans le catholicisme romain et forme politique, et à partir de 1933, l'ordre concret, donc après l'arrivée du nazisme au pouvoir, et en particulier dans les trois types de pensée juridique qui datent de 1934. Il convient d'ajouter toute l'importance de l'anthropologie pessimiste aussi, dont le centre est la doctrine du péché originel. Celle-ci contribue de manière décisive à donner un contenu théologico-politique à la pensée juridico-politique de Schmitt d'un État autoritaire. Mal radical, dit Charles Zarka, décision pure, dictature, etc., page 55. Pour Yves-Charles Zarka, la corrélation entre la structure théologico-politique de la souveraineté de l'État, le décisionnisme et l'anthropologie pessimiste constitue, je le cite, aujourd'hui le plus grand danger parce que elle, c'est-à-dire la théologie politique, efface la spécificité des catégories politiques. Elle est porteuse d'une vision apocalyptique du politique liée à une sacralisation du pouvoir, page 55-56. Alors, deux thèses me semblent importantes à retenir de cette analyse. D'une part, des fondements de la politique moderne au XVIIe et XVIIIe siècle à Schmitt, une rupture s'est produite, puisque le juriste rénan, tout en se réclamant de Hobbes, et même, peut-on ajouter, de Bodin, tord les doctrines classiques de la souveraineté au profit
d'un décisionnisme qui n'était pas le leur. Et ce faisant, conformément à son projet intellectuel, sacralise à nouveau frais le politique en réintroduisant, par une certaine forme de catholicisme, en provenance du XIXe siècle contre-révolutionnaire, une théologie politique. D'autre part, ça je crois qu'il n'y a pas de discussion possible là-dessus, hein. D'autre part, deuxième thèse, il radicalise ce que la philosophie politique classique n'a jamais su régler complètement, à savoir le maintien d'un contenu théologique dans le champ politique. Je cite Yves-Charles Zarka, « La théologie politique de Schmitt était fondée sur des restes théologiques rémanents, des restes reconstruits, réanimés, page 67. » J'insiste toutefois sur le fait que la radicalisation schmittienne en passe par le recours au prisme catholique romain, alors qu'excepté Pascal, bien que janséniste, Hobbes et Rousseau, pour nous en tenir à ces deux philosophes, ne s'y reconnaissaient pas et l'avaient même congédié, voire même, pour Hobbes, n'avait jamais été de toute façon catholique romain, il n'avait pas besoin de le congédier. Il n'en demeure pas moins qu'à la lumière de l'affranchissement inachevé de la philosophie politique par rapport à toute théologie politique, Hobbes, Pascal et Rousseau, et de son retour schmittien, c'est le rapport au christianisme avec le sacré qu'il faut interroger. Poser cette question revient à rejoindre le point nodal du projet de liquidation de toute théologie politique par Yves-Charles Zarka, désacraliser le politique. On peut dire, à la suite d'Hannah Arendt, même si ce n'est pas l'auteur de référence, Yves-Charles Zarka pense que le politique est beaucoup trop relatif, de nature historique et même précaire pour relever de la catégorie du sacré, page 52. Inversement, la liquidation de toute théologie politique a pour tâche de libérer aussi le sacré du politique. Mais l'auteur de référence d'Yves-Charles Zarka, je l'ai déjà dit, n'est pas Arendt, mais Tocqueville, qui a su d'une part dissocier le théologico-politique de la religion et d'autre part a su dissocier les considérations sociopolitiques sur la religion de toute sacralisation du politique. Convoquer Tocqueville est pour cette raison indispensable. Je ne rentrerai pas dans l'alternative que propose Yves-Charles Zarka, ne serait-ce que pour des raisons de temps, autour de l'élaboration des normes et des principes rationnels, je le cite, page 68, qui définissent le champ propre du politique. Ce qui m'importe est la proposition tocquevillienne de situer la religion, le christianisme en l'occurrence, au sein de la démocratie. Elle est de nature à redéfinir non seulement notre rapport entre religion et politique au sein du régime anthropologique de la démocratie, mais un autre rapport entre théologie et politique, à rebours de toute sacralisation du politique et d'une normativité religieuse surplombante. Il y a donc, au deuxième temps, j'espère que j'aurai encore le temps, c'est bon de le dire, le christianisme et le sacré, un rapport ambivalent, générateur de la démocratie. Le rapport du christianisme avec le sacré est une question considérable, que nous n'allons pas résoudre, évidemment, ici, ce soir. Mais on ne peut éviter de la poser, car elle détermine le statut chrétien du théologico-politique et le rapport de celui-ci avec les conditions de possibilité de l'autonomie d'une philosophie politique de plein exercice. Il me semble que l'analyse tocquevillienne du phénomène démocratique et libéral répond au moins en partie à cette question. Tant dans la critique qu'il adresse à la trop grande proximité de l'Église catholique, avec le pouvoir temporel, je pense ici à l'Ancien Régime et la Révolution, que dans la fonction sociopolitique de la religion, notamment du catholicisme pour ce qui est de Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, voire dans le tome 2, les chapitres 5 et 6. Le geste tocquevillien consiste à désacraliser ou à découdre les anciens modèles théologico-politiques pour mieux réintroduire au sein de la versatilité de l'opinion et d'une finalité exclusivement matérielle de la condition humaine, la signification d'une transcendance spirituelle, et je dirais même au fond d'une religion civile qui est plus que civile. C'est ce qui est une différence majeure. La religion est dès lors facteur de stabilité dont a besoin la démocratie. Inversement, elle ne saurait apporter cette stabilité sans prendre en considération le fait démocratique qui n'est pas que politique, mais anthropologique. Le cœur de son anthropologie est l'individu et les libertés qui l'accompagnent. Si le christianisme est pour Tocqueville capable d'une telle conversion, n'est-ce pas alors, et c'est la question que je pose, qu'il en comptait déjà largement les réquisites? N'a-t-il pas, d'ailleurs si je suis le raisonnement de Tocqueville lui-même, un tournant, le christianisme n'a-t-il pas apporté un tournant théologique dans l'avènement de l'égalité? Autrement dit, le christianisme, pour aller, et cette fois-ci au-delà de Tocqueville, n'est pas en lui-même une religion qui postule le sacré, et pour aller plus loin encore, il n'est même pas dans son moment fondateur une religion, mais une foi. Je pense ici en particulier aux travaux de Paul Venn,
ou moins connu Maurice Sachaud. Et Paul Venn, bien sûr, est le maître sur les questions, et publie encore récemment un ouvrage sur ce thème. Il n'est devenu religion qu'après le tournant constantinien et à la suite duquel il s'est approprié le sacré. Le rapport ambivalent du christianisme au sacré et à la religion étant originel, il est dès lors fondateur de sa relation avec le politique. Son alliance avec les pouvoirs politiques a toujours été ambivalent, d'où les multiples conflits du temporel et du spirituel. L'analyse tocquevillienne d'une entente entre démocratie et christianisme serait, me semble-t-il, impossible à soutenir s'il n'existait pas cette structure théologico-religieuse fondatrice. Et ici, on pourrait même, au fond, je pensais à Benjamin Constant et à dans son traité de la religion, qui est aussi donc, un des grands libéraux du XIXe siècle, cette théorie du sentiment religieux et des formes aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une question plus large au-delà de Tocqueville du rapport entre libéralisme et religion dans le libéralisme. Et Benjamin Constant est un auteur, à mon sens, important. Alors, cette analyse tocquevillienne, pour m'en tenir ici à Tocqueville, entre démocratie et christianisme, je le disais donc, serait impossible à soutenir s'il n'existait pas cette structure théologico-religieuse et ne serait au fond qu'un recyclage très extérieur. La liquidation du théologico-politique, certes lente, inachevée par la philosophie politique classique des XVIIe et XVIIIe siècles, à des fins de légitimation du politique, dont par ailleurs aucune église ne voulait, selon ses perspectives aussi hérétiques pour les magistères théologiques de l'époque, son retour sur un registre antilibéral avec Schmitt, en réalité tout aussi ambivalent et bien compliqué pour Schmitt, et en témoigne à mon sens l'impossibilité de se limiter pour Schmitt à sa théorie catholique de la représentation pour penser de la démocratie. On le voit dans la théorie de la Constitution, dans 62 pages, où il se débat entre effectivement son modèle de représentation et l'idée de ce qu'est un peuple, qui à ce moment-là est complètement coupé de toute source religieuse et catholique. Ça n'a absolument plus rien à voir. Donc l'affaire est compliquée aussi pour lui-même. Et son soutien à une des plus atroces religions séculières, que je qualifierais d'immanente que fut le nazisme, et là je renvoie aussi un ouvrage d'Yves Charzarka, Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt en 2005, révèle l'extrême difficulté d'instrumentaliser politiquement le christianisme et inversement pour celui-ci de dominer le politique. Alors c'est sa chance, mais c'est aussi celle de l'Occident. En témoigne le fait qu'aucune démocratie, du moins les premières, ne s'est constituée en dehors de l'espace chrétien. Alors, quelles conséquences doit-on déduire de l'ambivalence du christianisme avec le sacré en ce début du XXIe siècle? Je vois que j'ai parlé 25 minutes. Est-ce que c'est temps que j'en parle un peu de temps ou... Vous avez encore 5 minutes. D'accord. Merci. Alors, j'en viens ici à un troisième temps, et ce sera aussi des questions, à vrai dire. Alors, ce que j'appelle une théologie du politique dans la démocratie, de la modernité classique à l'ultramodernité. À la lumière de cette question que je viens de poser, il convient de se demander quelle serait la pertinence d'une nouvelle relation entre christianisme et démocratie. Et plus précisément encore, entre théologie et politique. Cette nouvelle relation ne serait-elle pas une des voies, en tout cas vue du côté de la théologie, contre tout retour sacralisant sous toutes ses formes du politique? C'est la tâche, donc, me semble-t-il, d'une théologie du politique, et je dis bien du politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas une théologie politique. Par cette expression, il ne s'agit pas de réaffirmer précisément, aimablement, ce qui serait inacceptable autrement, donc une théologie politique qui refuserait de faire le deuil d'elle-même, mais bien de prendre au sérieux deux acquis historiques absolument déterminants. Celui de la spécificité chrétienne de la religion et du sacré, dont j'ai dit que l'ambivalence fondamentale entre les deux, et celui aussi, autre héritage, celui de l'héritage démocrate-libéral de la séparation. À la lumière de ces deux acquis historiques, une démocratie libérale menacée, me semble-t-il, par le néolibéralisme et par un vide spirituel extrême que je n'hésite pas à qualifier de nihilisme doux, et d'une douceur qui cache une violence latente dont nous avons vu la manifestation récemment, une théologie du politique me paraît être proposer des réquisites en quelque sorte pour relever les défis du temps présent et futur. En lieu et place d'une autonomie ou d'une sécularisation inachevée du politique et de tentatives toujours possibles de resacralisation du politique, une théologie du politique devrait avoir, à mon sens, deux tâches corrélatives. Alors, vu du côté des églises, c'est comment se règle la relation entre les églises et l'État sur le registre d'un nouveau paradigme de la séparation
qui serait beaucoup plus une séparation inclusive qu'une séparation défensive. Et c'est aussi, bien sûr, la tâche de l'État de s'en préoccuper, c'est même sa tâche première. Mais il y a aussi, à la faveur de ce nouveau réglage, de développer un civisme chrétien ou un civisme croyant. Ce qui est la tâche des églises, cette fois-ci, en tant qu'une éthique théologique de conviction qui se distinguerait aussi d'une éthique théologique de responsabilité confère Max Weber du point de vue de l'usage de ces catégories, mais que je déplace sur le terrain théologique. C'est en cela rejoindre, à l'un des défis du début du XXIe siècle, la démarche de Tocqueville. Une théologie des politiques ne vise pas à normer, bien sûr, la sphère publique démocratique, ce qui est de toute façon impossible, mais à participer à titre privé à sa délibération publique, à faire valoir ses propres arguments, y compris théologiques, sur les débats sociétaux, mettant en jeu la manière dont les hommes entendent se rapporter les uns aux autres. Dans cette perspective, le religieux n'est plus excommunié, il est politiquement réglé. Et par voie de conséquence, la sacralisation du politique est inévitablement congédiée, ce qui est réglé comme civilisme. Il me semble que c'est autant la tâche du théologien que du philosophe politique d'avoir le souci de ce réglage civique. C'est peut-être bien le défi d'un nouveau nœud théologico-politique qu'il nous faut résoudre à l'âge de la pluralisation du religieux. Mais cette résolution ne saurait faire l'économie des potentialités politico-civiques d'une théologie, en l'occurrence celle du christianisme, et telle que déjà, au fond, à sa façon, Tocqueville l'avait souligné et analysé. Sur ce point capital, et ce sera ma conclusion, ce défi, bien sûr, est amplement facilité, je viens de le dire, par une connivence déjà clairement vue par Tocqueville, mais je dirais aussi entre le christianisme et la démocratie, à savoir que l'un et l'autre sont marqués par le régime de l'incertitude, et là je pense notamment, mon Claude Lefort aurait plutôt parlé d'indétermination, mais je pense de fait à Claude Lefort en vous disant ceci. Alors, je vais conclure. Il me semble que la critique de toute théologie politique occupe une fonction nodale de fait dans la cohérence de l'œuvre du Charles Arca, depuis ses travaux sur Hobbes, et on parlait tout à l'heure de la décision métaphysique de Hobbes, qui est un ouvrage tout à fait clé, me semble-t-il, et jusqu'à un ouvrage récent, L'inappropriabilité de la Terre. Et je disais d'ailleurs dans une conversation que vous aviez au fond, ce thème était sous un mode exprimé de manière très séculière, un thème très biblique et très juif. En relisant d'ailleurs ces pages, je me disais, mais le roi israélite n'est pas le Basilios grec. C'est une fonction de lieutenance. Et déjà, la fonction de désacralisation au plan politique est déjà bien engagée, donc bien avant le christianisme, et le fait qu'il n'y a pas d'appropriation de la terre aussi pose une question considérable à ce niveau-là. Alors, jusqu'aussi, bien sûr, aux questions contemporaines que Charles Arca a amplement traitées au cours de ces dernières années, et dans la revue Cité tout particulièrement, Yves Charles Arca, dont on appelle à une autonomie complète d'une philosophie politique, dont la tâche reste à poursuivre, et je pense aussi aux discussions récentes, au travers de Paul Locke, sur l'Europe, et aussi avec Habermas. Cette autonomie à l'égard de la religion ne repose pas pour autant sur une critique athée, je tiens à le rappeler, c'est l'originalité de la critique de Charles Arca, mais la résolution du problème théologico-politique ne peut être traitée exclusivement du côté de l'État. Il doit être aussi du côté de la religion, ici du christianisme. C'est donc autant le théologien que le philosophe politique qui parle ici devant vous, l'historien des idées, et c'est dès lors en croisant ces disciplines que je propose au fond d'échanger sur ce thème, qui est, comme on le sait, d'une immense actualité. La ligne directrice, au fond, pourrait être celle-ci. J'ai plusieurs questions, mais j'évoque ici une ligne directrice. Une philosophie politique complète, une théorie de la démocratie et de la sécularité, et je dis sécularité parce que ça me semble plus global que laïcité, n'aurait-elle pas intérêt, paradoxalement, à prendre en considération le fait religieux, que c'est un discours théologique, pour clarifier précisément les concepts propres à ces deux champs de la condition humaine. Alors, les questions, je ne vais peut-être pas toutes les nommer, mais ça pose la question en particulier de la distinction qu'il me semble-t-il faut faire entre religion civile, qui est par exemple un phénomène très américain, religion politique, telle que l'a élaboré Fögelin, et qui ne parle jamais de théologie politique, théologie du politique, sacrée religion sont des catégories extrêmement délicates à manier. Alors, est-ce que, quand on dit critique du théologie politico-politique, il peut y avoir deux choses, c'est un autre point. Est-ce que c'est le politique qui produit du sacré car il en a besoin, c'est-à-dire que c'est l'axe Hobbes, Pascal, Spinoza, Rousseau qui le reprend, qui reprend ce schème, ou l'autre question, c'est le théologico-religieux qui conditionne du politique
et qui le sollicite comme instrument, c'est ce qu'au fond l'axe Schmitt, et on sait encore tout à fait autre chose. Enfin, une question d'anthropologie religieuse. Le sacré ne relève-t-il pas plutôt l'immanence que la transcendance? On peut même dire d'ailleurs que dans le christianisme, si on prend l'exemple du catholicisme, c'est une forme de christianisme très immanent, beaucoup plus que le protestantisme. Et la séparation qui est induite entre sacré et profane n'est pas celle, par exemple biblique, de l'ordre créé et du saint. La sainteté d'un ordre et l'autonomie de la création. Alors aussi, bien sûr, est-ce que, c'est une autre question, est-ce qu'il n'y a pas un conflit inévitable, je n'en sais rien, vraiment c'est une question totalement ouverte dans mon esprit, entre démocratie, et je pense ici à tout le thème du polythéisme des valeurs chez Weber, et les monothéismes, dont la pente naturelle serait d'unifier, voire d'homogénéiser. Enfin, je dirais, dernier point, évidemment, il faut aussi, sur un sujet comme celui-ci, avoir à l'esprit les situations concrètes de chaque pays. On le voit d'ailleurs actuellement en France, on ne parle pas de sacré, mais quand on parle de valeurs de la République, on peut penser à bon droit qu'il y a un héritage en quelque sorte d'une laïcité très particulière en France et qui a produit en quelque sorte son propre sacré laïque, je dirais. Le besoin d'un ethos de conviction, en tout cas. Si l'on prend l'exemple allemand, et je pense tout particulièrement, j'ai vérifié ça récemment, la situation allemande est d'une toute autre nature. On ne parlera jamais de valeurs de la République. Les Allemands s'amusent un peu à nous entendre avec nos valeurs de la République. Et je pense par exemple à un discours de Helmut Schmidt, il faut aussi celui-ci s'écrivant d'été comme tous les protestants d'Allemagne. Helmut Schmidt faisant un discours le 23 mai 1976 à l'Académie catholique de Hambourg, et pour renvoyer dans leur but les églises, notamment l'église catholique, en disant, mais qui, je crois, critiquait telle ou telle législation en matière d'avortement, je ne sais plus très bien. Et Schmitt leur disait, mais justement, les valeurs, c'est à vous de vous en occuper, ce n'est pas à l'État. On voit bien qu'on est devant deux modèles de sécularisation tout à fait différents, qui tiennent à l'histoire de nos pays respectifs, évidemment. Voilà, je m'arrêterai là, je crois que j'étais... C'est bon. C'est à vous. J'ai combien de temps? Non, ne vous inquiétez, vous avez, bon. on doit donner... Vous avez 20 minutes pour pouvoir donner à la salle. C'est peu. On Bon. commence. Bien. D'abord, je voudrais remercier très vivement mes amis Jean-Pierre Clairaut et Bernard Boudin. Jean-Pierre Clairaut, que je connais depuis ça se compte plus. 5 ans. Plus que ça. Plus que ça. Plus que ça, 30 ans. Et Bernard Boudin, je voudrais signaler quand même un point que je lui ai répété tout à l'heure et que je sais parfaitement, que Bernard Boudin a suivi mon séminaire pendant 15 ans. C'est quand même extraordinaire. Il est dans ce qu'il est, ce qu'a désigné tout à l'heure, j'en suis ravi, professeur, directeur de recherche, directeur de pôle, enfin ça c'est vrai, oui, tout à fait, de voir que Bernard Boudin, au jury duquel j'étais du DEA, a fait depuis 2 thèses, je ne sais combien d'habilitations, en théologie, en philosophie, enfin bon. Et donc, vous voyez que ces réflexions et ces échanges ne sont pas artificiels, mais sont fondés sur une longue habitude et sur des rencontres nombreuses. Alors, je voudrais clarifier un certain nombre de choses qui recouperont des choses qui ont été dites et puis qui sont séparables. Premièrement, c'est vrai que j'ai toujours abordé la question de la question politique et les auteurs politiques d'un point de vue philosophique. C'est ce que les Anglais me reprochaient et me reprochent sans arrêt, en me disant, nous on est un historien, vous êtes philosophe, comme si le philosophe pouvait dire n'importe quoi. Bon, il est absolument faux. Donc, c'est vrai que j'ai abordé la question politique toujours du point de vue philosophique, et c'est précisément parce que je l'ai toujours abordé du point de vue philosophique, qu'il s'agisse de Hobbes, qu'il s'agisse de Rousseau, qu'il s'agisse de Tocqueville, qu'il s'agisse
d'autres, de Pascal ou d'autres encore, comme vous avez fait eux-mêmes d'ailleurs. C'est pour cela que le moment devait venir où la question ne pouvait plus demeurer comme d'une interrogation philosophique sur l'histoire de la pensée, mais rejoindre le présent. C'est-à-dire, c'est en vertu de la démarche qui consistait à aborder les questions politiques au point de vue philosophique qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas ne pas arriver à s'interroger sur le monde dans lequel on vit, sur son organisation, sur le type de démocratie, etc. C'est pas possible. La philosophie nous porte à cela, sans vouloir faire une téléologie d'un parcours personnel qui a toutes les contingences évidemment de la vie. Hein, mais bon, moi j'étais parti. Alors, je reviens. J'étais parti de Hobbes parce que j'avais eu une sorte de coup de foudre extraordinaire de la lecture de Hobbes qui m'a pris à la gorge. Et quoi? Des éléments d'anthropologie. La théorie du désir. La théorie du désir chez Hobbes, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose fantastique, dont certains éléments on retrouve chez Lacan, y compris la théorie du stade du miroir. C'est du Hobbes. Lacan ne le cite pas, mais je ne dis pas qu'il a emprunté, mais bon. Ça. La théorie du pouvoir aussi, pas seulement du pouvoir de l'État, mais de la recherche de pouvoir par les individus, de la tendance à l'accroissement du pouvoir. Et troisième point aussi qui m'avait, moi, tout à fait séduit, c'est la théorie de la mimésis des désirs, le fait que les désirs s'imitent. Les désirs des hommes s'imitent. Et s'ils portent sur un objet, ce n'est pas parce que l'objet les attire, mais parce qu'ils s'imitent mutuellement dans le désir de l'objet. Et donc, c'est ça, la généralisation de la théorie du pouvoir, de la recherche du pouvoir chez Hobbes, c'est que l'un désire non pas la même chose que l'autre, parce que l'objet qu'il désire est désirable pour les deux, mais l'autre désire exactement ce que je désire. Et plus on est nombreux à désirer une chose, et plus... C'est pour ça que je dis à mes étudiantes que si vous voulez être désiré, il faut faire semblant au moins d'être déjà désiré, sinon vous ne serez jamais désiré. Bon. Voilà. Je le dis aussi aux jeunes gens, c'est exactement pareil. Donc, il y a ces éléments anthropologiques qui m'ont, moi, beaucoup séduit. Ensuite, bon, j'ai passé 10 ans à écrire la décision métaphysique de Hobbes. Donc, c'était ça qui m'avait porté. Et je ne veux pas faire le vieux, ou l'ancêtre, mais disons que du temps de Jean-Pierre et du mien, c'est le même, on pensait ici en France qu'il fallait d'abord une formation historique forte pour commencer à faire autre chose et prendre des initiatives soi-même, écrire soi-même sur le monde actuel. On pensait ça, je crois qu'on n'avait pas tort. Et même c'était une tendance naturelle. Hein, par exemple, venir présenter une thèse sur la démocratie ou sur des choses comme ça, à l'époque, c'était pas. Commencer par lire ces auteurs-là, et puis on a cette formation qui consiste à avoir une formation historique, philosophico-historique, d'avoir pris en charge des textes. Bon, moi, c'est Hobbes, mais pas seulement Hobbes, aussi Rousseau, Tocqueville, ou encore Foucault pour des contemporains. Ce qui veut dire que mon esprit est structuré avec ces auteurs. Et quand j'entends parler de quelque chose, immédiatement, je l'interprète par rapport à eux, et d'une certaine manière, je vois les implications, on voit les implications que d'autres ne pourraient pas voir s'ils n'ont pas cette arrière-fond derrière. Mais la démarche ayant été depuis le départ philosophique, elle était vouée à se détacher de l'histoire pour venir à la réalité et interroger cette réalité, ce qui est tout mon effort actuel, sans jamais avoir oublié évidemment le travail historique. Bon, donc ça, c'est le cadre général. Comment on passe de l'histoire de la philosophie politique à des travaux, à des considérations, à des théories sur le monde contemporain. Et alors, sur le monde contemporain aussi, alors, la question théologico-politique, c'est précisément un point sur lequel cette réflexion trouve à s'enraciner de manière fondamentale. Deuxième point, quand on fait de la philosophie politique, c'est pas en toute tranquillité, on peut en faire en toute tranquillité, mais
on est confronté évidemment à des problèmes non seulement graves, mais dangereux. Et les noms de Heidegger et de Schmitt, tout à l'heure évoqués par Jean-Pierre Thérault et Bernard Boudin, évoqués par Tarasa, mais évidemment, font que, même quand on travaille historiquement, on rencontre des problématiques contemporaines et des enjeux dangereux du monde contemporain. Alors, voilà, donc ça c'est le cadre général. J'ajoute à ça que relisant moi-même pour sa réédition le volume Philosophie et politique à l'âge classique, qui est reparu chez Hermann, là, il y a quelques semaines, m'est apparu à moi-même une autre interrogation que peut-être je ne m'étais pas posée, même sûrement pas posée au départ, quand je l'écrivais, c'est qu'est-ce que être moderne? C'est quoi être moderne? Il y a quelqu'un qui a écrit « Nous n'avons jamais été modernes ». Quand je lis ce livre, je me dis, mais il ne sait même pas ce que c'est qu'être moderne. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur le moderne, je ne reconnais rien. Donc, qu'est-ce que c'est que le moderne? Et cette question n'est pas simplement historique, qu'est-ce que c'est qu'être moderne? Elle nous concerne tout à fait directement aujourd'hui. Sommes-nous encore modernes ou nous ne le sommes-nous plus? Parce qu'on emploie le terme de postmodernité. Est-ce qu'on est dans le postmoderne? Est-ce qu'on a dépassé les catégories du moderne? Donc, ça, c'est une question dans la mesure où, par exemple, philosophie et politique à l'âge classique porte entièrement sur la modernité, disons du XVIe jusqu'à Tocqueville, et se développe les catégories du moderne et le rapport du moderne religieux. La question qui nous concerne maintenant principalement, c'est aujourd'hui. Hein, sommes-nous dans un monde qui est post-moderne? Et qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les bouleversements, quels sont les changements qui nous font, ou ne nous font pas, mais nous font en vérité, sortir du monde moderne et nous ouvrir sur un monde qui est totalement encore indécidé, qui est largement encore indécidé. Donc vous voyez comment la problématique de recherche en matière philosophique mais historique est aussi liée à des problématiques contemporaines. Et d'ailleurs, personne ne peut s'en dégager. Les questions que nous posons au du passé, ce sont toujours des questions du présent. Et j'avais alors, on ne peut pas. Donc, mais simplement, philosophiquement, il faut l'assumer. Alors, tu as centré, évidemment, mon premier travail et mes deux premiers livres portés sur Hobbes. Donc, tu as eu raison, je crois, et puis c'est pour un auteur qui n'est pas, pour moi, négligeable. Simplement, Jean-Pierre, je n'ai rien reconnu à ce que tu as dit de Hobbes à partir de moi. Rien. Rien. Je t'assure que je n'ai rien compris. Si, j'ai compris, mais je ne me suis pas reconnu. Mais c'est l'aventure normale des textes qu'on publie d'avoir une histoire qui est divergente de celle que leur auteur avait voulu leur dessiner. Je ne vais pas tout reprendre, je ne peux pas, hein, Jean-Pierre, je ne peux pas. Je n'ai jamais essayé de m'esquisser, je me dis même le contraire, de faire une mathématisation. Non, le politique n'est pas mathématisable. Le politique, c'est comme les mathématiques pour Hobbes, parce que le mathématicien, il produit ses objets, par exemple, dans la méthode génétique, il produit ses objets, tandis que le politique aussi est produit. Donc c'est la question de la production. Mais il n'y a pas une politique, il n'y a pas une mathématisation de la politique, il n'y a jamais de mathématisation. Il y a simplement cette analogie de la production de l'objet. Le mathématicien produit un cercle, et il raisonne à partir de lui, à partir du mouvement d'un point, un cercle. Le politique, nous construisons l'État, nous construisons la société dans laquelle nous sommes, nous construisons les normes. Et donc, simplement, ils en tirent la conclusion que la certitude, et ça c'est très important, la certitude qui est propre aux mathématiques, on peut la retrouver en politique, donc c'est dans un autre ordre. C'est ça, ce que dira Bell plus tard, et ce qu'on ne sait plus aujourd'hui, qui est lamentable. On dit par exemple les sciences exactes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les autres sont inexactes? Alors on dit les sciences dures, les sciences molles, alors il y a un argument chez Bell qui, d'une certaine manière, se rapproche d'Hobbes, qui consiste à dire l'histoire, la discipline historique est plus certaine dans son ordre de savoir que les mathématiques dans le leur. Mais c'est des ordres différents.
il n'y a plus de certitude en histoire qu'il y en a en mathématiques, mais ça n'est pas la même chose, ça n'est pas le même ordre, ça n'est pas la même catégorie. Et donc, on ne va pas demander à l'historien de nous faire une science démonstrative, c'est absurde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais néanmoins, on doit savoir que, et dans le champ politique, c'est le projet de Hobbes, c'est de faire une science qui est une certitude, mais qui ne soit pas d'ordre mathématique. Simplement, avec les mathématiques, elle avait cette possibilité d'être certaine dans la mesure où, comme dans les mathématiques, le mathématicien produit ses objets, génétiquement, l'homme produit la société dans laquelle il vit, les normes dans lesquelles il vit, et donc, dans la mesure où il est produit, il peut être certain. Il ne produit pas la nature. C'est pour ça qu'il n'en a qu'une connaissance hypothétique et en raison des effets qu'elle produit sur ses sens. Mais c'est pas lui qui l'a produit, et donc il va avoir une science simplement hypothétique. Et voilà. Et donc, ce que j'avais voulu montrer dans la décision de Hobbes, c'était le basculement. C'était, je crois, c'est l'un des auteurs les plus fondamentaux pour ça, pour comprendre comment le monde ancien et médiéval s'est effondré. Il s'est effondré, qui est un monde fini, un monde hiérarchique, un monde organisé. On a, avec la science nouvelle, un monde qui est homogène, où tout ce qui se passe au niveau, par exemple, des astres est exactement soumis aux mêmes lois que ce qui se passe ici. Et donc, le monde a perdu. Voilà un des critères fondamentaux de la modernité. Un des critères fondamentaux de la modernité, c'est la perte de toute hiérarchie intramondaine, de tout ordre des valeurs intramondain, et de sorte que, finalement, l'individu, l'homme, il se trouve lui-même placé dans une situation d'avoir à construire ce qu'il ne trouve plus déjà prévenu. Dans un ordre qui serait la chaîne des êtres ou autre, qui aurait pour sommet Dieu. Non, c'est fini. Cet ordre-là est terminé. On a un monde qui est absolument homogène. Il ne présente pas en lui-même une structure de valeurs, une structure de hiérarchie, une tendance naturelle qui porterait les êtres vers ou qui permettrait de réaliser une hiérarchie des êtres. Non, on est tous au même niveau. C'est un monde plat. La question est de savoir comment. Il y a quand même une hiérarchie, il y a des pouvoirs, il y a des normes, il y a des lois. Et donc ça n'est plus préinscrit, en quelque sorte, dans la nature, de telle sorte qu'on pourrait faire une politique naturelle, mais ça devient artificiel. Et donc l'homme devient producteur de son propre monde. Voilà, c'est ça qui m'avait semblé central, c'est que l'homme devient producteur de son propre monde à ses risques et périls. À ses risques et périls, puisque aujourd'hui on voit voir là-dedans la cause de tous les maux, de l'homme qui veut lui-même se faire, se défaire, se refaire, qui veut atteindre à la toute-puissance, qui veut dominer la nature, etc. Ce qui n'était pas le projet de Hobbes du tout, ni celui de Descartes, mais que l'on voit a posteriori de cette manière-là. Donc ça, c'est une des catégories de la modernité. Il y en a beaucoup d'autres. Une des catégories. Ce qui m'avait particulier, et ça c'est en lisant plus tard, 30 ans plus tard, dans Hobbes, ce qui m'avait passionné, moi, ce qui me passionne encore, mais bien que je ne trouverai pas la force d'écrire un autre livre sur Hobbes, j'en ferai sur Spinoza si j'ai le temps, mais sur Hobbes c'est terminé, c'est un auteur extraordinaire. Vous prenez le Léviathan, toutes les pages, il y a une révolution. Je vous dis, moi je vous montre que dans toutes les pages, dans chaque page du Léviathan, il y a une révolution. C'est incroyable, c'est un ouvrage absolument stupéfiant. Même là où on croit qu'il n'y en a pas, il y en a. Je vous donne un exemple. Tu as par exemple fait référence au châtiment. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais je n'ai pas reconnu ce que j'ai écrit sur le châtiment. Écoute, je montrais. Non, juste ce que je voulais montrer, c'est la chose suivante. On se représente Hobbes, et à juste titre, comme un auteur, une
théorie politique du pouvoir absolu, donc d'une certaine manière du pouvoir autoritaire. C'est ça, hein, du pouvoir autoritaire, du pouvoir absolu. Et d'ailleurs, dans le chapitre 17 du Léviathan, il explique très bien qu'il n'y a pas de problème pour le châtiment, puisque les individus ont autorisé un souverain, donc le souverain à faire tout ce qu'il voulait. Donc si le souverain punit un sujet, il a parfaitement le droit de le dire, et le sujet n'a rien à objecter. Donc le châtiment, chapitre 17, c'est clair. On prend le chapitre 28, stupéfié, où on se pose la question, mais d'où vient le droit de punir? Qui a donné au pouvoir politique le droit de punir? On est stupéfié. Je prends le chapitre 17, peut-être que ça m'a échappé, je regarde, je me dis, non mais il nous a expliqué d'où ça vient. Et là il dit, par quelle porte rentre le droit de punir? Et on pourrait dire qu'il la referme tout de suite. Il pourrait dire, mais j'ai montré que les sujets avaient autorisé le souverain à les gouverner en toute matière, donc éventuellement de les punir. Eh bien non. Il nous montre dans ce chapitre 28 que jamais personne n'a donné à quiconque le droit de le punir. Quand je fais le pacte social, je le fais pourquoi? Pour préserver ma vie et mon être et mon bien-être. Je ne le fais pas pour que l'on me fasse souffrir, et encore moins pour qu'on me tue. Donc je n'ai jamais donné le droit qu'on me punisse. Et même, on s'ajoute, celui qui donnerait le droit qu'on le punisse fait un acte nul et non avenu. Mais bien sûr, puisque ça veut dire qu'il est fou. Si je donne le droit de me punir, je suis fou. C'est-à-dire que je donne quelque chose dont je ne mesure pas la portée de ce que je donne. Alors, c'est extraordinaire. Et ce que j'ai essayé de montrer dans ce chapitre sur le droit de punir, c'est qu'il faisait vaciller lui-même sa propre doctrine. Il a faisait pourquoi? Mais parce que c'est un grand auteur. Un grand auteur, c'est pas quelqu'un qui boucle la boucle unilatéralement. C'est celui qui voit, en particulier dans le politique, comment le politique est contradictoire, comment il est tendu. Et Hobbes montre là, finalement, ce que j'avais essayé de montrer, c'est que la justification du droit de punir chez Hobbes, c'est pas du tout le contrat social. Pas du tout, il le dit. C'est quoi? C'est seulement en vérité l'acte de punir. Quand l'État punit, c'est un acte de régression. L'acte, le châtiment, même juridiquement valable, juridiquement fondé, ça n'est qu'une régression. Ça n'est qu'une régression parce que l'acte, l'exercice, contrairement à ce que disait Max Weber, que l'État, c'est le monopole de la violence légitime, que l'on peut comprendre parfaitement et que tout le monde utilise, Hobbes dit le contraire. La violence légitime, si on peut la légitimer, et on ne peut la légitimer qu'a posteriori, elle n'est toujours qu'une régression. Elle n'est toujours qu'une régression à un état pré-politique, un état de violence pré-politique. L'acte de violence commis par l'État est toujours la régression à une situation de violence pré-politique. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça change tout. Je prends un autre exemple. Hobbes est un théoricien donc du pouvoir absolu, sur tous les domaines, la religion, l'économie, tout ce que vous voulez. Il montre et Hobbes est l'inventeur du libéralisme. C'est incroyable. C'est stupéfiant. Mais c'est comme ça. J'ai essayé de le montrer. Il y a un livre qui apparaît d'ailleurs chez Mimesis sur Hobbes et le libéralisme. Comment Hobbes invente un certain nombre de catégories du libéralisme. Et en particulier dans sa théorie de la valeur. Dans sa théorie de la valeur. Et d'ailleurs, dans les lectures a posteriori, par exemple, les républicanistes, pour s'opposer aux libéraux, vont dire, ben voilà, votre théorie, par exemple, de la liberté, votre théorie de la valeur, elle se trouve chez Hobbes. Donc, c'est une œuvre qui a cette force extraordinaire de comporter, de tenir compte des tensions, pas seulement qui sont inhérentes aux politiques, et d'avoir, à son corps défendant, pour le libéralisme, produit le contraire de ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'on dit, quand Léo Strauss, par exemple, dit que Hobbes était un libéral, c'est absurde. Enfin, ce qu'écrit Léo Strauss est très intelligent en général, mais c'est une question qui ne se pose pas. Il ne se pensait jamais libéral, ni la question d'être libéral ou pas libéral ne se posait même pas les bords. Mais a posteriori, on peut le reconnaître comme ça. Parce que, à cause du droit de résistance, qu'il repense complètement et qui est très fort, parce qu'il a le droit de résistance de l'individu à l'État, c'est lui qui l'a pensé de la manière la plus radicale, ça sera repris par l'autre ensuite,
Voilà encore des catégories de la pensée moderne. Le droit de résistance, à partir duquel vont naître, pas chez Hobbes, mais après les droits de l'homme. Ça encore, ce sont la question du libéralisme aussi, qui est de la naissance du libéralisme. C'est aussi des catégories qui forgent l'idée de la modernité. Donc, c'est ça la puissance de cette œuvre, qui est considérable, sur laquelle il y aurait des centaines de livres encore, tellement elle comporte de potentialité. Et donc c'est ça qui m'avait moi particulièrement attaché à cette œuvre, et j'ai passé des décennies à travailler dessus, à écrire dessus. Et donc c'est cela. Maintenant, tu me posais la question des probabilités, oui, bon, ça concerne pas Hobbes, la probabilité, il ne connaît pas, hein. C'est Pascal, lui, il ne connaît pas Hobbes. Donc, c'était pas son problème. C'était pas du tout son problème. Tiens, un mot sur Patrick encore, voilà, un auteur tout premier plan, formidable. Et je pense que Pascal, c'est dans le monde nouveau qui s'établissait à partir du XXe siècle, enfin XVIe, XVIIe siècle, la science nouvelle, un monde plat, homogène, c'est celui qui va remettre le christianisme, alors qu'il a été complètement démoli, le christianisme, hein, en particulier par Giordano Bruno, hein, complètement, hein, c'est-à-dire que les catégories chrétiennes ne fonctionnaient absolument pas. Ni l'incarnation, ni la rédemption, toutes les catégories ne fonctionnaient plus. Hein. Et voilà le Pascal, en raison de la théorie de l'infini. Et voilà le Pascal qui revient, qui fait une théorie du double infini, et dans cette théorie du double infini, il met au centre le christianisme. Et donc ça, c'est un effort gigantesque, génial de Pascal, à avoir remis le christianisme là où il n'avait plus aucune place. Aucune place, si ce n'est sous la forme, évidemment, institutionnelle de la contrainte, ou sous la forme de doctrine vieillarde, de la hiérarchie des êtres, etc. Lui, il prend radicalement, il va même plus loin, il n'y a pas un infini, il y en a deux, en grandeur et en petitesse, et dans ce cadre-là, je restaure le christianisme, et en cela, c'est l'anti-Bruno complet. Bon, donc ça, c'est le contexte moderne. Et quand on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un moderne, c'est là qu'il faut chercher. Alors, sur la question théologie politique, alors ça, je suis radical, tu le sais, moi, je veux exclure toute théologie politique. Il faut en finir de la théologie politique. Il y en a marre, ça suffit, ça a fait suffisamment de dégâts, ça a continué à en faire. Hein, l'islamisme radical, il se fonde sur une théologie politique. Le christianisme a commis aussi beaucoup d'exactions, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, au nom de la théologie politique. Donc ça suffit. C'est-à-dire, il faut en finir avec... Quand je dis en finir avec la théologie politique, ça veut pas dire en finir avec la religion, ça n'a rien à voir. La théologie politique est une doctrine qui lie consubstantiellement le théologique et le politique. Bon, la religion, c'est autre chose. On peut avoir la foi, on peut avoir des pratiques religieuses, on peut fonder une communauté, ou vivre dans une communauté. Ben, ça, mais comme tu l'as dit, en tant que membre d'une communauté ou en tant que croyant chrétien, juif ou musulman, tu peux parfaitement donner ton avis sur telle ou telle loi, par exemple la question de la sédation profonde et continue, tu peux avoir ton avis et le donner, mais tu ne te situes pas dans une perspective qui est théologico-politique, c'est-à-dire en disant que la norme du politique, elle est théologique. La norme du politique, elle est théologique, c'est quoi? On a vu les horreurs, et on voit encore les horreurs auxquelles donne lieu cela. Il faut déthéologiser le politique, c'est-à-dire le ramener à son historicité, à sa précarité, à sa relativité. Je vais dire des choses simples. Quand Sarkozy était président de la République, on dit qu'il a, par ses mimiques et par ses actions et ses paroles, désacralisé le politique. Mais pas du tout. Il n'a pas désacralisé.
La désacralisation, c'est autre chose. Je pense même qu'il a voulu le resacraliser. Mais c'est pas du tout ça. Il faut désacraliser le politique. Le politique n'est pas sacré. Il n'y a rien de sacré dans le politique. Tout ce qui est sacré dans le politique, ou tout ce qui est présenté comme sacré, c'est de l'ordre de la raison d'État, ou du secret défense. Ah, là, vous n'avez pas le droit de toucher. Ah, non, rien n'est sacré dans le politique. Tout est relatif, tout est historique, tout est précaire. Et en revanche, ce qu'il y a dans le politique, c'est une dignité du politique. Comme dit Kant, d'ailleurs. Il y a une dignité du politique. S'il n'y a pas cette dignité du politique, et en particulier la dignité du politique, c'est le fait qu'il ne se mette pas au niveau du particulier, il essaye de se tenir au niveau de l'universel, c'est-à-dire du bien commun, de ce qui est valable pour tous. Quand on se compromet cela, alors on déchoit de la dignité, mais autant je suis un farouche défenseur de la dignité du politique, comme de la dignité d'autres ordres, autant je suis absolument opposé à la moindre sacralisation du politique, et c'est pour ça que je ne suis pas, par exemple, également, alors Schmitt, évidemment, ça, je n'ai pas le temps de le dire, mais évidemment, parce que chez Schmitt, ça devient une théorie, véritablement, la théologisation du politique, l'idée selon laquelle le politique porte en lui des concepts théologiques, conduit à une conception apocalyptique du politique, et à la notion, à une guerre apocalyptique. C'est cela qu'on trouve chez Heidegger. Alors, un dernier mot, c'est la arrête. Les derniers, hein. Le dernier. Les derniers. Un dernier mot. Donc, il me paraît urgent, et d'ailleurs, c'est dans un livre qui paraîtra l'année prochaine, Désacraliser le politique, de désacraliser le politique tout en remontant la dignité du politique, ce qui est totalement différent. Et que ce qui ne compromet pas la religion en elle-même. Et je pense que Tocqueville se situait dans cette perspective-là, quelles que soient par ailleurs les perspectives théologiques qu'il pouvait développer. Merci. Il ne reste que 5 minutes, mais on veut parler avec la salle aussi. Si c'est possible, si vous avez des questions. Sinon, on va donner la parole à nouveau à nos intervenants. Mais ce serait bon que des professeurs, des étudiants, des publics. Il y a sûrement Denis Trémel qui a une question à poser sur Schmitt. Non, ça me paraît clair. Il est sur le Blumenberg. Oui, il a une question. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'intervention. Patrice Diata, doctorant en sciences politiques. Moi, je voulais poser une petite question par rapport à la sacralisation du politique. Quand on regarde aujourd'hui la façon dont est affirmée la valeur de la démocratie comme régime universel qui a vocation à être appliqué dans tous les pays, est-ce qu'on ne peut pas, quelque part, parler de sacralisation, c'est-à-dire de la démocratie comme le régime incontestable, etc. Parce qu'on se rend compte que aujourd'hui, aucun pays, ou en tout cas parmi les pays les plus faibles, ne peut se réclamer d'être autoritaire, ou en tout cas d'un régime qui ne soit pas démocratique. Donc tout le monde se réclame de démocratique. Il y a une sorte de consensus qui fait que, à mon avis, on a comme l'impression qu'on est face à un processus de sacralisation, c'est-à-dire que la relativité dont vous parlez semble ne plus être permis quand on parle de démocratie, alors qu'elle a bien une histoire, elle a bien un contexte, etc. Cette force qu'a la démocratie aujourd'hui comme norme universelle, est-ce que ça ne fait pas penser à une sacralisation? Il y a parfois, vous avez raison, sacralisation de la démocratie, c'est la peste. C'est la peste. Parce qu'à ce moment-là,
on peut s'autoriser toutes sortes d'excès au nom de la démocratie. Comme par exemple, aller installer par la guerre la démocratie dans un pays. Alors ça, c'est la baisse, mais ce n'est pas la démocratie, c'est la distorsion. Pourquoi la démocratie se présente-t-elle comme le régime le plus acceptable, disons? Eh bien, parce que c'est le régime de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? C'est n'être soumis qu'à sa propre loi. C'est-à-dire que les peuples souhaitent, on le pense, et je crois qu'on n'a pas tort, quel qu'ils soient, ici ou ailleurs, souhaitent être soumis à leur propre loi. Alors, la démocratie en elle-même, c'est la désacralisation en tant que telle. C'est-à-dire que c'est nous, en tant que tels, qui faisons notre loi. Qui faisons notre loi. Et donc, sacraliser la démocratie, c'est précisément réintroduire un régime d'hétéronomie, soit interne, soit externe. Et c'est faire exactement le contraire. La démocratie n'est pas sacrée. On sait bien qu'elle n'est pas sacrée. Que c'est un régime qui s'auto-construit, ou qui s'auto-détruit d'ailleurs. C'est aussi possible. Et donc, l'idée de la validité de la démocratie ne repose pas du tout sur sa sacralisation, pas du tout. Elle repose sur l'idée d'un régime politique de l'autonomie, hein, que nous nous donnions à nous-mêmes nos propres normes, avec les risques de cette autonomie. Hein. Elle n'est pas simple. Tu faisais référence à Rousseau tout à l'heure. Il y a la volonté générale qui est, d'une certaine manière, le transfert sur le peuple de la volonté de Dieu. Donc Rousseau disait qu'elle ne peut jamais se tromper, qu'elle est sacrée, qu'elle est sainte, etc. Non, elle n'est jamais sacrée, ni sainte, ni rien. C'est pour ça que les démocraties réelles, elles ne sont pas simplement définies par la souveraineté du peuple, elles sont aussi définies par la Constitution, c'est-à-dire la protection des libertés individuelles. C'est ça. Et donc, les régimes sont précaires. Les démocraties peuvent mourir. Hein. Bien entendu qu'elles peuvent mourir. Et donc, quand on saisit le politique dans sa relativité, dans sa contingence, on s'aperçoit ce qu'il faut faire pour qu'il se maintienne. Et on perçoit aussi les possibilités de dérive, ou de dégradation, ou éventuellement même de destruction. Et donc, voilà, c'est cela. Ce qui n'interdit pas, je répète, que l'on ait soi-même des normes théologiques, que l'on puisse porter un jugement théologique sur le politique, pourquoi pas, mais ne pas prendre le politique comme, comment dire, ne pouvant être pensé que théologiquement, ou dans un cadre théologico-politique. C'est-à-dire qu'on va introduire du sacré là où il n'y en a pas. Donc moi, non. Le président de la République, s'il est digne, s'il est au niveau de sa fonction, il représente la dignité de l'État, pas de problème. Il n'y a pas besoin de se sacraliser. Hein. Ça ne sert à rien. Même ça a des effets inverses. Et voilà, donc c'est ça. Donc pour répondre à votre question, non. Alors là, c'est la corruption de la vision de la démocratie que de la sacraliser. En revanche, c'est vrai que la différence entre les régimes légitimes et les régimes illégitimes, hein, anciennement démocratie, aristocratie et monarchie, et de l'autre côté tyrannie, oligarchie et anarchie, cette différence de régime a changé. Aujourd'hui, on pense une opposition entre démocratie et totalitarisme. Ceci dit, il y a aussi des régimes despotiques qui ne sont pas totalitaires, mais des régimes despotiques qui existent, et donc la situation est un peu plus complexe. Bon, je pense qu'avec ces questions, on va clore, parce qu'il y a des champagnes, à moins qu'il y a quelqu'un vraiment qui a une incontinence de demander. Sinon, on va boire du champagne. Que quelqu'un soit frustré de poser des questions. Quelqu'un est frustré. Christina, elle doit être frustrée. Si, oui. Sur Machiavel, par exemple. S'il y en a, il y en a. Alors oui, parce qu'il y a quand même un auteur qui était sur cette liste dont on n'a pas parlé. C'est bien Machiavel. Donc c'est aussi une œuvre puissante qui porte en elle-même sa propre contradiction.
Et donc pour t'avoir lu et relu donc, sur Machiavel, donc tu considères que voilà, Machiavel a accompli un geste absolument radical en considérant le politique en lui-même. Et ma question est de savoir par rapport à Hobbes par exemple, est-ce qu'on peut s'interroger sur la portée philosophique, sur la durabilité, sur le caractère fécond de ce geste radical, en dehors de toute considération métaphysique, parce que finalement, Machiavel n'a pas réalisé l'équivalent de Hobbes. Quelle est sa portée pour la modernité? Alors, ça, Machiavel, c'est un auteur absolument fondamental. Et tout à l'heure, Bernard Bourdin reprenait ma thèse d'un retour du théologique chez Hobbes. Il ne part pas du théologique du tout, mais il y a un retour du théologique, dans la troisième partie du Léviathan en particulier, il y a un retour du théologique, et j'interprète ce retour du théologique comment? Parce que l'État chez Hobbes est artificiel, c'est une réalité artificielle produite par les hommes, mais dans sa réalité artificielle, elle est finalement fragile, surtout avec les causes qui peuvent se produire là. Et je pense que le retour du théologique chez Hobbes, c'est parce qu'il a senti que pour donner une consistance aux politiques, le retour du théologique, ce qui fait que le roi est en même temps le prêtre suprême, etc. C'est mon interprétation. En tout cas, il y a une forme de régime de retour du politique, alors que la tendance, c'est la tendance en retour, alors que la tendance de Hobbes, sa démarche fondamentale, c'est d'exclure le politique et de soumettre le théologique et de soumettre le politique. Mais il y a, je crois que tu as tout le terme, il y avait à force de vouloir soumettre le religieux, le politique avait pris tête religieuse. Et donc ça, c'est. Mais Machiavel, alors Machiavel, c'est un truc exceptionnel. C'est le seul auteur, je le dis, le seul auteur de toute l'histoire de la pensée qui a pensé le politique sans théologie. C'est le seul. Alors ça a donné des choses terribles, parce que la réalité politique, elle n'est pas ça, c'est pas une confiserie. C'est des choses terribles. Quand on lit le Prince, non, mais qui c'est celui-là? Il est révélé, mais dans la réalité, elle est comme ça. Et donc, Machiavel, il a pensé. Alors évidemment, c'était un anti-chrétien total, absolu, total. Alors Machiavel, pour nous, l'Église, c'est celle qui a affaibli le désir humain de liberté. Elle empêche les peuples de résister et de vouloir leur liberté. Donc, il fait référence à la religion romaine, évidemment, la chrétienne. Et donc, c'était un anti total. Et le pape, Machiavel, le pape, c'est la calamité de la calamité. Vous savez ce qu'il dit du pape? Le pape veut avoir une puissance universelle. Je suis désolé, je suis obligé de dire, c'est du Machiavel, c'est pas moi. Non, ça me fait rigoler. Le pape veut avoir une domination universelle. Simplement, il ne peut pas, il n'a pas les armées. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée des conflits, il crée des divisions entre en italien de l'époque. Il crée des divisions entre les États italiens, parce que son pouvoir là, il est produit par la guerre interne entre les États. Donc, il produit les inimitiés, il produit les conflits, et il maintient son pouvoir par l'inimitié et les conflits. Mais imaginez, c'est-à-dire que quand l'Église s'est aperçue, a voulu reprendre politiquement les choses en main, à partir du Concile de Trente, et a voulu montrer que le catholicisme, ça n'est pas contre le protestantisme, mais aussi contre les théoriciens de Machiavel, que le catholicisme n'est pas simplement une religion des pauvres et des esclaves, mais que c'est une religion politique. Alors à ce moment-là, Machiavel va devenir le bouc émissaire absolu, et c'est l'auteur qui a été dans toute l'histoire de la pensée le plus diabolisé, mais radicalement diabolisé. Et il a été diabolisé par les théoriciens de la raison d'État qui ont été en partie des jésuites, des dominicains, et qui ont pris Machiavel comme le diable. Il appelait le diable qui est venu, qui nous a donné une théorie. Il faut neutraliser le diable et montrer que le catholicisme est une religion qui a une puissance politique. Et évidemment, l'ennemi principal à l'époque, c'était le Turc. Bon, c'était... Voilà.
Mais Machiavel, c'est pour ça que Machiavel était, à mon avis, très important. Maintenant, c'est vrai, on a fini. Mais on vous attend la semaine prochaine. Ça concernera la